Hello tout le monde, bienvenue dans En finale avec l'anxiété. Donc si vous ne me connaissez pas, moi c'est Arthur Varin, je suis un ancien anxieux. En gros, ce que je fais, c'est que j'aide les gens atteints d'un trouble anxieux en partageant les clés de ma propre guérison. Donc, deuxième coaching live aujourd'hui. Alors, j'ai Apple User qui me dit comment faire face aux doutes lorsqu'une pensée arrive et de ne pas rentrer dans des compulsions mentales à analyser en profondeur nos pensées. Donc, ce que tu fais, en fait, c'est le mécanisme numéro je crois que c'est le numéro 14, ouais, le chercher à comprendre. Ça vient de cette croyance que quand tu es anxieux, tu as besoin de comprendre pourquoi tu l'es. Donc, si on est plus spécifique, il y a trois portes d'entrée de l'anxiété dans ta psyché. On a les pensées, on a les émotions et on a les sensations. D'accord? C'est un peu les trois seules façons, en vérité, où l'anxiété peut rentrer dans ta psyché. Pour que l'anxiété rentre dans ta psyché, pour que tu te sentes anxieux, il faut que tu réagisses à soit une pensée, soit à une émotion, soit à une sensation. Et donc moi, je me rappelle, ce qui m'arrivait, c'est que j'allais avoir une certaine sensation, une certaine pensée, chanter un peu l'angoisse qui montait, et je me disais, pourquoi j'ai ça? En général, c'est quand je m'étais senti bien juste avant. Je me dis, pourquoi j'ai ça? Je comprends pas, j'allais bien jusqu'à maintenant, pourquoi là j'ai ça? Et donc j'allais vraiment chercher un peu n'importe où. Donc qu'est-ce que j'avais mangé? Est-ce que j'ai mangé quelque chose de travers? Est-ce que j'ai mal respecté ma routine? Est-ce que je suis pas allé au sport? Est-ce que je suis trop allé au sport? Est-ce que j'ai pris un aliment qu'il fallait pas? Est-ce que j'ai essayé une technique que j'aurais pas dû? Est-ce que j'ai fait une activité que j'aurais pas dû? Est-ce que j'ai assez dormi, pas assez dormi? Donc tu vois à quel point tu peux commencer à te poser beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Tu vois. C'est pour ça que ça s'appelle un mécanisme nécessaire cognitif, c'est que c'est dans ta tête, comme ça, tout seul, tu alimentes ton angoisse. T'as pas besoin de faire un geste particulier, de prendre une décision particulière, tu alimentes ton angoisse comme ça dans ta tête. Donc, comme tous les CCR cognitifs, donc ça, le cherche à comprendre, ça fait partie des CCR cognitifs, donc les mécanismes de recherche de contrôle, certitude ou réassurance cognitif. Donc, il y en a 7 autres qu'on pourra voir à un autre moment si tu veux. Mais l'idée, c'est que tous ces mécanismes de CCR cognitifs, donc toutes ces habitudes mentales que tu as, et qu'il faut évidemment arrêter, c'est pas en mode comme avec les mécanismes physiques, comme arrêter la recherche sur Internet ou comme arrêter la discipline excessive ou comme arrêter la réassurance auprès des proches, où là, tu vas vraiment prendre une décision d'arrêter. Avec les cognitifs, c'est pas comme ça que ça marche. Et justement, si tu essaies de faire comme ça avec le cognitif, ça va empirer ta situation, malheureusement. L'idée, c'est qu'il y a une autre stratégie qui va reposer sur un phénomène que j'appelle l'effet Game of Thrones. Pourquoi j'appelle ça l'effet Game of Thrones? Donc, je ne sais pas quel âge vous avez dans le chat ou ceux qui nous regardent sur YouTube, mais dans les années 2017-2018, il y a eu un peu la fin de la série Game of Thrones. Donc, c'est une série qui a très très bien marché, au point que tout le monde regardait. C'était devenu un phénomène de société. Et à la fin, du coup, tout le monde regardait. Donc, la hantise générale des gens, c'était de se faire spoiler l'épisode. Et donc, faites-vous cette expérience de pensée dans votre tête. Qu'est-ce que ça fait pour vous quand vous vous faites spoiler, donc quand on vous dit ce qui va se passer dans l'épisode d'une série que vous n'avez pas encore regardé? En général, ce qui va se passer, c'est que ça va agir sur ta motivation, ton excitation, ton envie de regarder, en fait, l'épisode en question. Maintenant, pousse l'espérance de penser un peu plus loin. Tu t'es fait spoiler l'épisode, tu le regardes quand même, d'accord? Comment tu vas évoluer encore après l'avoir regardé malgré t'être fait spoiler? Là, tu as un autre pote qui vient de voir et qui te dit ouais, je l'ai pas vu, est-ce que tu veux le voir du coup une deuxième fois avec moi? Donc tu te fais spoiler, tu l'as vu toi-même une fois, et tu as un pote qui vient te voir pour le voir une deuxième fois. Comment va évoluer ce sentiment de désintérêt, de manque d'envie et tout ça? Tu es d'accord qu'il va augmenter, d'accord? Et maintenant, imagine que t'as pas de chance, tu as plein d'amis qui veulent le voir avec toi, et tu arrives au moment où, pour la 10e fois, tu dois regarder le même épisode. Ça te paraît impossible. En fait, arriver à un stade où la motivation, l'envie devient vraiment négative, en fait. Tu vois. C'est ça l'effet Game of Thrones. Pourquoi, quand tu as vu 5 fois le même épisode de Game of Thrones, tu n'as pas envie de le regarder? C'est parce que tu as accumulé la, la quantité un peu complète, maximale, d'informations sur le sujet. D'informations, du coup, sur le déroulement des événements. Donc, tu sais ce qui s'est passé, tu sais les scènes qui se sont enchaînées, les dialogues, les retournements de situation dans l'épisode. Et donc, du coup, au bout d'un moment, tu sais tout ce qui se passe. Et ça nous fait revenir vraiment à la nature vraiment, sur le point de vue un peu anthropologique du corps humain.
qui est que pour le cerveau humain, tout ce qui est une nouvelle information égale chance de survie. Donc ça vient de l'époque où tu avais besoin de savoir où il y avait une source d'eau, par exemple, ou un coin où il y avait des prédateurs. Et donc information égale motivation. C'est vraiment une récompense pour ton cerveau d'avoir une nouvelle information. C'est pour ça qu'on est tous addicts à des informations. Les applications d'information sur ton téléphone, donc BFM TV, je sais pas quoi, regarder les news, scroller sur ton téléphone pour voir que font tes amis, par exemple. Parce que tout ça, c'est des nouvelles informations. Et des fois, tu peux te surprendre à être en mode, te renseigner sur des infos qui vont rien changer à ta vie. Franchement, tu t'en fous, tu vois. C'est parce que pour ton cerveau, nouvelle information, c'est dans le système de récompense. Et donc ça le motive. Et donc forcément, quand ton cerveau voit qu'une activité n'a plus vraiment d'impact sur ta vie, parce que tu connais déjà l'information, l'activité qui te donne cette information t'en deviens vraiment démotivé et tu perds cette envie et cette motivation de le faire. Et donc pourquoi je vous raconte tout ça? Le même phénomène, justement, tu peux l'appliquer pour les mécanismes de CCR cognitifs. Donc tous ces mécanismes que tu as, comme le crystal balling, donc l'effet de toujours prédire le futur, quand tu penses toujours au futur avec ton angoisse. Le listing de réassurance, donc quand tu te listes des arguments pour et contre ton angoisse. Tout ce qui va être aussi la réassurance neurolinguistique, donc tout ce qui va être en mode te dire des phrases du style ça va aller, tout va bien, c'est rationnel, des phrases qui sont vraies, mais en fait toi tu les répètes en boucle pour essayer de provoquer une émotion positive pour masquer l'angoisse. Toutes ces choses-là, donc tous ces mécanismes cognitifs, tu vas les arrêter, pas parce que tu vas devenir plus fort qu'eux, pas parce que tu vas te convaincre contre eux, mais parce que tu vas en avoir la flemme. Tu vas vraiment arriver à un stade où tu es en mode, j'ai la flemme en fait de prédire le futur. J'ai la flemme là de chercher à comprendre. Et tu peux pas forcer ce sentiment de flemme et cette envie de flemme. Tu peux pas la forcer. Tu peux seulement la provoquer en faisant en amont ce qu'il faut pour collecter justement des informations sur le déroulement des événements. Et c'est là que vient, pour boucler la boucle, le journaling. Le fait de tous les jours prendre un papier et un stylo et noter en fait comment tu as déployé un mécanisme. C'est le fait de faire ça qui va guérir de tes mécanismes cognitifs. Donc là, ta question, c'est comment le chercher à comprendre, je l'arrête. D'accord? Comment arrêter toutes ces analyses mentales que je me fais? Identifie le mécanisme quand tu le fais. Première chose, il faut que tu connaisses bien tes mécanismes CR, donc les 7 cognitifs, il faut vraiment que tu les connaisses bien pour pouvoir les identifier. Donc, chose que je conseille à tous mes clients, une fois qu'on a fait la première étape, on va arrêter les mécanismes physiques. Donc, on commence toujours avec mes clients à arrêter les mécanismes physiques pour vraiment enlever 60% de l'angoisse, parce que c'est vraiment les mécanismes physiques, donc la recherche sur Internet, la réaction auprès des proches, c'est ça qui est responsable du gros de l'angoisse, surtout de la partie dysfonctionnelle. Mais une fois qu'on a fait ça, en général, je leur donne un mois pour arrêter vraiment les physiques. Une fois qu'ils ont fait ça, on entame le travail sur les cognitifs. Et la première chose que je leur demande, c'est de faire une fiche de révision pour chacun de leurs mécanismes cognitifs. Donc dans le chat, là, je vous donne cette consigne aussi. Faites-vous une fiche de révision pour chacun de vos mécanismes cognitifs. D'accord? Si vous avez besoin de détails, regardez mes vidéos ou la formation spéciale, les 22 mécanismes. Mais vous devez connaître un minimum ce que c'est. Une fois que vous savez ce que c'est, dites-vous, OK, je vais me poser un mécanisme par un mécanisme. Donc je vais commencer par le premier, donc le crystal balling, le fait de prédire le futur. Et je vais commencer par faire un brouillon où je vais noter tout ce qui me passe par la tête, tout ce qui a un rapport avec le fait de prédire le futur. Et donc là, tu vas fouiller dans ta mémoire, en fait, tu regardes, OK, comment je prédis le futur par rapport à cette peur-là ou cette autre peur que j'ai là, etc. En utilisant un peu ta mémoire comme base de données, en fait. Tu continues ce brouillon, vraiment tout ce qui te passe par la tête, tout ce qui a un rapport avec le mécanisme, donc là, tout ce qui a un rapport avec le fait de prédire le futur, de penser au futur, de te préparer au futur, quoi que ce soit, tu le notes. D'accord? Jusqu'à arriver à un point où tu es en mode, là, je vois pas ce que je peux rajouter sur le sujet. OK? Une fois que tu as fait ça, tu as fait ton brouillon, et là, tu mets ça au propre. Donc, c'est comme au lycée, c'est comme quand tu préparais ça pour des contrôles que tu avais, des fiches de révision, c'est la même chose. Tu mets tout ça au propre, d'accord? Donc, tu t'écris ça proprement, mets des couleurs si tu veux, fais surtout trouve en fait des moyens mémotechniques de synthétiser et de regrouper en fait
ce que tu remarques, tu vas remarquer qu'il y a toujours les mêmes structures qui reviennent, les mêmes réflexes qui vont revenir, les mêmes structures de phrases en général. Donc ça dépend vraiment des gens, c'est à toi de trouver ta propre façon de faire. Et, et voilà, et donc, qu'est-ce qui va se passer, c'est que quand tu vas finir ces premières fiches de révision, on t'en fait une pour chaque mécanisme, l'idée, c'est pas que tu connaisses par cœur tout ton mécanisme, tu vois. L'idée, c'est de au moins, on va dire, remplir à 30% la jauge d'effet Game of Thrones. Donc imagine que de zéro, c'est quand tu ne connais pas du tout un mécanisme et que tu le fais tout le temps et que vraiment tu es motivé par le faire. Et 100%, c'est quand tu connais par cœur ton mécanisme et que pour toi, c'est impossible de continuer de le faire. Là, on va la mettre à 30%, d'accord? Pour être capable juste en fait de l'identifier dès qu'il arrive. Ça, c'est un énorme avancé parce que du coup, tu seras plus en train de souffrir pour rien. Parce que je sais qu'il y a beaucoup parmi vous qui souffrez pour rien. En fait, vous passez des moments à être angoissé et vous savez même pas pourquoi. Pour vous, c'est juste le brouhaha de l'angoisse. Il faut au moins que tu arrives au bout d'un moment à ce niveau où tu es en mode, OK, je souffre, OK, mais au moins je sais pourquoi. J'ai fait du crystal bowling, j'ai aussi fait la listine de réassurance, par exemple. J'ai fait un peu de chercher à comprendre, tu vois. Au moins, tu sais qu'est-ce qui te fait souffrir. Et une fois que tu as identifié un mécanisme, là, tu peux l'observer. Donc là, c'est un autre travail. C'est C'est quelque chose qui s'apprend, en fait, observer. Parce que tout anxieux va essayer, en fait, de résoudre, même si là, je vous dis qu'on n'arrête pas un CCR en se forçant de l'arrêter, pour les CCR cognitifs, vous allez quand même essayer, et donc vous allez vouloir dire, ça, faut pas que j'y pense, faut pas que je pense comme ça, en gros. Tout ce qui est synonyme de faut pas que je pense comme ça, qui est un CCR qui s'appelle le désintérêt forcé. Avec l'entraînement, vous allez apprendre à observer de façon neutre. Donc l'analogie que j'utilise beaucoup, c'est imaginez-vous dans une arène, d'accord? Dans un colisée. T'es au milieu de l'arène, tu te bats contre un monstre, qui est l'anxiété. Et au lieu de te mettre toi dans ta propre perspective à toi, avec le monstre face à toi et comment tu vois la situation, ce que tu fais beaucoup quand tu commences ta guérison, placez-vous à la place du spectateur. Et regardez-vous, vous battre, en fait. Et en fait, vous vous rendez compte que vous battez tout seul, en fait. Mais au moins, vous pouvez voir la façon dont vous vous débattez, la façon dont vous déployez vos CCR, la façon dont tu vas chercher à prédire le futur, la façon dont tu vas chercher à comprendre, etc. C'est vraiment une analogie que j'utilise beaucoup parce que ça te permet vraiment d'observer de façon neutre et du coup, d'un côté, de ne pas empirer l'angoisse sur le moment. Parce que si tu empires ton angoisse et tu cherches une solution à ton angoisse, ça vous l'avez compris, mais surtout d'être beaucoup plus efficace pour l'observation et donc pour l'accumulation d'informations, qui, elle, provoquera l'effet Game of Thrones. Donc, qui provoquera ce sentiment de je sais ce que je fais quand je fais ça, maintenant la flemme. D'accord? C'est ça qui est très important. Et donc, vous vivez comme ça, vous observez, pas besoin d'avoir son journaling tout le temps, hein, vous vivez votre vie tranquillement, faites votre travail, faites ce que vous allez faire de vos journées, et le soir, vous avez vos moments où vous faites votre journaling, et là, vous vous rappelez, OK, comment j'étais anxieux aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai observé, et là, vous le notez sur papier. Et puis l'idée, à force de faire ça, donc il faut être discipliné, il faut vraiment faire ça de manière régulière. Avec le temps, vous allez commencer à avoir ce sentiment, ce que j'appelle moi une pensée de renonciation, où la même peur va survenir pour la énième fois. Vous allez déployer le même mécanisme pour la énième fois. Et vous allez commencer à vous dire, je sais ce que c'est en fait. Là, je sais que je me dis ça. Après, je vais me demander ça. Après, je vais me sentir comme ça. En fait, avec le temps, vous commencez à connaître par cœur d'avance ce qui va se passer. Et c'est ça qui, petit à petit, à force de le faire, vous vivrez votre vie avec ce sentiment de plus en plus croissant, en fait, de est-ce que j'ai vraiment besoin de prédire le futur? Est-ce que j'ai vraiment besoin de chercher à comprendre? Ça devient de plus en plus pas nécessaire et pas motivant. Et c'est comme ça, en fait, que le mécanisme disparaît. Et donc, c'est archi puissant. Imagine ta vie, là, et imagine en temps cognitif, donc en gros, le temps que tu passes dans ta tête, le temps que tu passes, par exemple, à penser au futur. Juste ça. Imagine le nombre d'heures par jour où tu penses au futur. Imagine le nombre d'heures par jour où tu cherches à comprendre quelque chose par rapport à ton anxiété. Les heures de ta vie et de ta journée que ça te pourrit de faire ça. Et imagine ça disparaît. Il n'y a plus. Imagine à quel point t'alimentes énormément moins, je ne sais pas si ça te dit, mais beaucoup moins ton angoisse en fait. Parce que tu as arrêté un mécanisme. C'est comme ça en fait que tu complètes ta guérison en fait. C'est avec cette routine tout simplement de j'observe, je note le soir,
j'augmente petit à petit mon effet Game of Thrones par rapport à mes CCR cognitifs. Je les vois disparaître. Je vois que j'ai plus la motivation de les faire. Et au bout d'un moment, mais il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus ces robinets qui s'ouvrent et qui alimentent ton angoisse. Donc ça, c'est une notion très importante à savoir. Donc j'espère avoir bien répondu à ta question. Mais voilà, ça c'est vraiment la partie numéro 2, hein. Ça, c'est quelque chose que tu commences à faire quand tu as arrêté tes mécanismes physiques. Donc commencez déjà par vos mécanismes physiques. Première étape, c'est d'arrêter les mécanismes physiques. C'est ne plus d'arriver à un point en fait où tu ne prends plus aucune décision dans ta vie par rapport à ton angoisse. Ça, faut arrêter. Tu peux pas continuer de te faire ça. Il faut que tu arrêtes de prendre des décisions dans ta vie par rapport à ton angoisse. D'accord? C'est vraiment l'une des choses les plus basiques. OK? OK. Alors, je vais voir d'autres questions que vous avez pour moi. Hello Benito. Hello Morgane. Bonsoir Arthur. Ravi de te voir en live. Sache que tu as été une grande aide pour ma guérison. Merci. Ravi de t'avoir aidé, Morgane. Je me rappelle de toi en plus, hein. Je me rappelle de vous, hein. Surtout ceux parmi vous qui êtes les plus actifs. Vos commentaires ne passent pas dans le vide. Je me rappelle vraiment bien de vous et je vous suis et c'est une des meilleures parties de mon métier, hein, de vous voir progresser, évoluer au fur et à mesure des commentaires que vous mettez. Maeva qui me dit, coucou Arthur, ma maman a fait des coachings avec toi, tu l'as beaucoup aidé, merci beaucoup, c'est gentil, super. Hello Caroline. Alors, JN qui me dit, bonsoir, connais-tu la PNL? Donc la PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Pour moi, ça peut être très efficace dans d'autres aspects de la vie, j'imagine. Pour moi, pour les troubles anxieux, c'est pas une bonne piste. Ça peut être très bien pour d'autres personnes, hein, mais pour moi, les personnes avec un trouble anxieux, c'est pas fait pour eux. Pour moi, c'est de la réassurance neurolinguistique. Penser que tu peux utiliser des mots et des phrases pour provoquer des émotions positives en toi, ça marche, ça peut marcher, hein. C'est pour ça que ça existe, hein, la PNL, c'est que ça marche. Tu peux provoquer des émotions chez toi avec des phrases. Mais l'effet, il est court terme et il y a une accoutumance qui se fait. Au bout d'un moment, ça marche plus comme avant. C'est comme un peu une drogue. C'est vraiment un CCR de base, quoi. T'as pas besoin de PNL pour guérir de l'angoisse. Justement, tu as besoin de... En fait, arrêtez de penser que vous avez besoin d'ajouter des choses dans votre vie. Toutes ces pratiques qui existent, arrêtez de penser que vous ne suffisez pas de vous-même, en fait. Votre état de base, c'est de ne pas être anxieux. Et j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup parmi vous qui oublient ça, en fait. Vous pensez que vous êtes fait pour être anxieux tout le temps. Vous êtes comme ça, il y a un truc à casser en vous, et du coup, vous êtes anxieux tout le temps et il faut faire quelque chose pour fuir ça. C'est pas vrai. Vous avez surexcité votre amygdale à un moment, il s'est passé un truc, en général un événement émotionnellement traumatisant, donc burn-out, bad trip, décès d'un proche, relation avec une personne narcissique. Il y a différents événements émotionnels qui provoquent des trucs comme ça. Et en fait, ça a surexcité votre amygdale à un moment dans votre vie. Et en fait, en voulant vous-même la faire redescendre, cette amygdale, vous la surexcitez tous les jours depuis, en fait. C'est pas votre état de base, en fait. Vous, ce que vous apprenez à faire en guérison, c'est apprendre, en fait, à arrêter de faire tout ce que vous avez mis en place. Et il y en a pour qui ils le font depuis tellement longtemps qu'ils se rendent même pas compte que c'est quelque chose qu'ils font et qui n'est pas naturel. Donc, de manière générale, sortez cette impression que vous ne vous suffisez pas à vous-même. Sortez de ça. Rappelez-vous que votre état naturel, c'est de la neutralité émotionnelle. Je vais pas vous dire que c'est la joie, l'état naturel humain. Non, c'est pas vrai. L'état naturel humain, c'est la neutralité émotionnelle. C'est un état où les émotions, c'est pas un big deal, comme on dit en anglais. Elles n'ont pas une intensité qui est très élevée. Tu les remarques un peu, mais pas vraiment. Mais tu t'en fous. Tu passes pas vraiment ta vie sur ces émotions-là, quoi. C'est ça l'état naturel humain, tu vois. Et tu as besoin de rien pour te sentir comme ça. T'as pas besoin d'absolument dormir 12 heures par nuit, manger parfaitement bien, faire ton sport exactement. Oui, ça aide, mais t'en as pas besoin. Et si tu es anxieuse comme ça, c'est que tu as en place des mécanismes que tu dois arrêter de faire. Tu guériras en arrêtant de faire. Tu ne guériras pas en faisant encore et toujours. Ça, c'est vraiment un truc très important. Alors, ok, qu'est-ce que vous avez d'autre comme question? Ok, alors,
Il y a Benito qui dit, je pense qu'on ne guérit pas, il faut vivre avec. Alors, cette question, on va y répondre hein, comme ça sera fait. Même si j'ai l'impression que j'en parle beaucoup. Quand je dis guérir de l'angoisse, je parle de guérir d'un trouble pathologique anxieux. Je dis pas guérir du stress ou même guérir de l'émotion, parfois d'avoir de l'angoisse. Un trouble anxieux, c'est quand tu as des symptômes, c'est quand tu penses qu'à ça. Donc, tous les symptômes qui vont être du style pensée invasive, dépersonnalisation, il y a toute une myriade de symptômes. Mais quand tu as un trouble anxieux, tu le sais, en fait. Tu sens qu'il y a un truc qui cloche. Tu sens cette peur de cette peur. Ça se remarque très facilement. Et ma psy, moi, je lui demandais, parce que ma psy, elle était clairement du camp, heureusement pour moi, de oui, tu peux parfaitement guérir d'un trouble anxieux. Je lui disais, du coup, comment je saurais, en fait? Comment je vais savoir quand je serai guéri? Et elle me disait, tu sauras. C'était sa réponse. Et elle avait raison. Au bout d'un moment, tu le sais. T'es en mode, bah, je sens que c'est pas là, quoi. Je sens que le truc n'est plus là. Quand j'y repense, c'est pas agréable parce que ça m'a fait peur comme moment. C'était vraiment pas cool à vivre. Mais là, ça n'est pas là. Je le sais, je le sens. Parce que biologiquement, t'as plus tout ce cortisol dans ton corps tous les jours, etc. C'est juste normal. Et donc dire que tu vis avec, faut pas vivre avec des doses de cortisol hyper élevées dans ton corps tous les jours. C'est pas genre. Ça, c'est une réponse de feignant, en fait. Ça, c'est une réponse de feignant ou de gens qui savent pas de quoi ils parlent. Est-ce que l'anxiété peut donner une sensation de malaise imminent quasi en permanence? Donc, ça peut clairement être un des symptômes. Après, ça dépend ce que tu veux dire par malaise. Tu peux avoir des symptômes cognitifs, donc la tête qui tourne, le vertige. Il y en a qui ont la nausée. Moi, ce que j'avais, c'était vraiment une boule au ventre, en fait. Donc, une sensation de boule au ventre. Tu peux aussi avoir une sensation d'oppression dans la poitrine. Donc, si c'est ça que tu appelles un malaise, oui, c'est clairement les symptômes les plus fréquents de l'anxiété. Quoi d'autre comme question? Arthur, tu l'as eu pendant combien de temps, toi? En gros, pour combien de temps j'ai été anxieux? Moi, ça a duré, si on décompose en phases, il y a eu 1 an de pur trouble anxieux, absolument pas mis sous contrôle ou quoi, donc juste souffrance pure. Ensuite, ça a transitionné sur 2 ans de guérison active, où c'était tous les jours, mais je sentais que j'avançais. Et après, on a basculé sur 2 ans de flou, où là, je ne saurais pas te dire quand est-ce que j'ai arrêté d'être anxieux. C'est ça, hein, le truc qui est chaud en fait avec l'anxiété, c'est que tu sais pas, c'est pas du jour au lendemain où tu te réveilles, t'es en mode c'est bon, je suis plus anxieux. Ça vient tellement progressivement que tu t'en rends pas compte en fait. Pour répondre à ta question. Donc au final, oui, ça fait 4, 5 ans, 6 ans, en fonction de par où tu comptes, mais je sais pourquoi tu me poses ça. Tu veux de la réassurance. Ça, c'est une question fréquente que j'ai. Je sais pourquoi vous me posez cette question, c'est que vous voulez faire de l'identification en fait. Et vous dire, bah Arthur, lui, il a mis tel temps pour guérir, etc. Si vous êtes sérieux, vous mettrez beaucoup moins longtemps que 5 ans. Moi, les clients avec qui je travaille, en général, en 1 an, c'est réglé complètement, hein. Ceux qui sont sérieux et ceux qui font ce qu'il faut. Après, ça dépend des cas, évidemment. Mais ça sert à rien, du coup, de demander combien de temps j'ai pris. Parce que moi, j'ai tâtonné, j'ai galéré, j'ai fait ce qu'il fallait pas, etc. Tu vois. Et je suis pas arrivé comme ça avec cette solution du jour au lendemain. C'est pour ça que je fais ce que je fais. C'est pour que vous ayez pas à faire ça, tu vois. Donc, Calo qui dit que lui aussi, elle a guéri son anxiété en 5 ans. Ok, j'ai Amine qui me demande comment ne pas répondre ou chercher à trouver la solution à une rumination. La réponse, elle est simple. Il faut, Amine, que tu identifies et que tu acceptes de payer le prix à payer. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Derrière toutes les ruminations que tu as, une rumination, par définition, c'est une pensée invasive, récurrente, obsessionnelle qui ne part pas. C'est ce qu'on appelle une pensée invasive. Quand une pensée est invasive, c'est qu'il y a quelque chose que tu ne veux pas accepter. Puisque tu ne veux pas accepter une chose en particulier, tu vas essayer de contourner le problème, trouver une solution au problème pour ne pas l'avoir à l'accepter. Un exemple qu'on peut prendre,
Donc, en général, ceux qui vont avoir des pensées invasives, c'est des gens qui sont, ou des ruminations, c'est des gens qui sont obsédés par la certitude. Donc, il y a des chances, Amine, que toi, un de tes piliers principaux, ce soit la certitude. Tu as besoin d'être sûr de choses. Et donc, là, pour répondre à la question de juste avant, l'angoisse classique de est-ce que je vais réussir à guérir ou quand est-ce que je vais réussir à guérir? Ce qui en soi est une angoisse, un sujet d'angoisse. Tu vas en fait raisonner sur la chose, te dire, ok, là, je suis pas guéri, j'aimerais l'être, tu vois. Et surtout, là, en fait, j'ai peur de jamais guérir. C'est une peur que tout le monde dans le chat a. On a tous peur de jamais guérir. D'accord? Cette peur, elle est désagréable. Donc, tu vis ta vie, tu penses comme ça à la guérison, même des fois, tu peux commencer à penser à la guérison de façon positive. Ça arrive, ou en général, où tu commences à penser à un sujet de manière positive, et après, vient un contre-coup, où là, d'un coup, bam, t'es frappé par cette peur de ah, est-ce qu'un jour je vais guérir, ou est-ce que peut-être que je vis ma vie sans guérir? Donc, toujours sous forme de question. Bam, la peur, je ne vais jamais guérir, surgit. Elle t'envahit. Et donc là, PES, donc pensée, émotion, sensation, tu as une pensée qui est négative. Donc un élément déclencheur potentiel, c'est la pensée que tu as, j'ai peur de jamais guérir, qui produit aussi une émotion. Et là, tu vas y réagir. Pourquoi? La question, en fait, c'est pas que tu dois trouver une réponse qui te réassurera pour de bon contre contre la peur de jamais guérir. Je sais qu'il y en a qui se mettent dans ce live pour avoir cette réponse-là, pour avoir cette réassurance-là, justement. Même si j'arrive à trouver les mots parfaits pour te réassurer, toi, ça va durer, allez, maximum une semaine avant que tu rouais la peur et que tu rouais le doute. Tu t'en sortiras jamais, en fait. Si tu continues cette stratégie de vouloir trouver, en fait, la réassurance, tu t'en sortiras jamais. C'est le cycle de la réassurance. Ça finit toujours. Il y a toujours un contre-coup derrière et tu n'en arrêtes jamais. C'est ça qui fait qu'un trouble anxieux devient chronique, c'est quand on tombe dans le cycle de réassurance. Et donc, l'idée, c'est d'accepter pas la notion que tu guériras jamais peut-être un jour, tu vois. Mais juste le fait que là, maintenant, tu as peur de jamais guérir. Point barre. C'est extrêmement court terme, en fait, ce que tu dois accepter. Extrêmement court terme. Tu dois juste accepter là, maintenant, que t'es pas bien. Et puisque tu ne veux pas accepter là, maintenant, que t'es pas bien, tu veux contourner la chose. Tu veux ruminer, tu veux chercher une solution. En fait, ce que tu recherches à tout prix et désespérément quand tu rumines, c'est une façon de te sentir mieux tout de suite. Mais tu vas pas bien, en fait, à ce moment-là. Ça sert à rien d'essayer d'arranger la situation, en fait, tu vois. Et c'est ça que tu ne veux pas accepter. Le prix à payer, en l'occurrence, c'est là, je vais pas bien. Là, c'est relou. Là, je suis terrifié par le fait d'avoir peur de jamais guérir un jour. Et c'est quand tu accepteras ça, juste le fait que là, maintenant, t'es pas bien. Là, maintenant, j'ai peur de ça. Point barre. C'est là où tu remarqueras, 5 minutes après, ah, j'ai arrêté d'y penser. Ou une heure après, putain, mais attends, mais à un moment, j'y pensais à tout ça. Pourquoi j'y pense plus? Tu vois. C'est comme ça que ça arrive. C'est parce qu'en fait, tu auras payé le prix à payer. Et donc, sur le moment, donc dans le court terme, tu vas pas vivre un bon moment, en fait. Ça va pas être agréable pour toi d'accepter que tu as peur de jamais guérir. Mais c'est capital, cette phase-là. Et il y a des raisons, du coup, pour lesquelles tu veux pas accepter cette peur, parce que un anxieux, il pense qu'il laisse gagner l'angoisse s'il ne lui répond pas. Donc, certains parmi vous ont dépassé ce niveau-là. Certains sont encore dans cette phase-là où, pour vous, ne pas répondre à l'angoisse, c'est la laisser gagner. Donc, je comprends cette impression, je l'ai beaucoup eu aussi. Il faut arriver à aller outre cette impression-là. Mais avec le temps, petit à petit, tu commences à accepter ces moments chiants. Et plus tu acceptes ces moments chiants, plus ils durent peu longtemps. Et plus l'aspect chronique et invasif de tes angoisses disparaît. Donc voilà, pour récapituler un peu la question, comment stopper les ruminations en acceptant le prix à payer, en acceptant la chose négative, donc ça peut soit être une pensée, soit une émotion, soit une sensation, que tu ne veux pas accepter parce qu'elle est désagréable en fait. Et donc ça, ne t'attends pas à y arriver juste parce que je te l'ai dit là maintenant, entraîne-toi. Il faut juste que tu aies ce cap en fait, cette direction de OK, voilà ce que je vais essayer à partir de maintenant, c'est quand je vais pas bien, quand je ressens que j'ai peur de quelque chose, j'essaie de clairement identifier cette peur, qui souvent est la même, hein,
et de me dire, voilà, j'ai peur de ça. Et là, au lieu de dégager du jugement envers toi-même ou de dégager une anxiété de performance de il faut que je fasse la chose qu'il faut faire ou il faut pas que je fasse la chose qu'il ne faut pas faire, à la place de tout ça, juste injecte de la compassion. Tu passes un mauvais moment, tu as toutes les raisons au monde d'être terrifié de l'idée de jamais guérir, c'est terrifiant. Cette perspective-là est terrifiante. Mais ça veut pas dire qu'elle est vraie. Ça veut pas dire que si tu acceptes le fait que là, t'es pas bien à cause de ça, ça veut pas dire que tu valides la peur. D'accord? Il y a un côté contradictif à ça. Tu te dis, mais si une pensée est complètement irrationnelle, pourquoi je me donnerais le temps de l'accepter, tu vois? C'est comme ça. Là, pour le coup, c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. Des fois, la vie n'a pas de sens. Et pour le coup, des fois, tu as des peurs irrationnelles qui vont vraiment te mettre mal. Et il faut juste accepter d'être pas bien à cause d'une peur irrationnelle. C'est comme ça. Ça fait chier, mais c'est comme ça. Et il vaut mieux accepter ça qu'accepter les ruminations invasives qui se terminent jamais, quoi. Voilà, j'espère avoir répondu à ta petite question. Ok. Je regarde un peu. On a Léo qui me parle de la fatigue chronique. Ouais, attends. La fatigue chronique, vraiment le pire symptôme. Je trouve l'impression que je vais tomber. Donc, ok, Léo, le truc avec la fatigue chronique, c'est, donc je connais pas ton cas, hein, je peux pas en être sûr. En général, c'est la fatigue post-anxiété, tout simplement. L'anxiété, c'est extrêmement drainant pour le cerveau humain. Extrêmement drainant. Tu peux avoir des migraines après des moments d'anxiété et tu peux avoir des gros moments de fatigue. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une conséquence. Les conséquences, on peut rien y faire. Un autre aspect chiant de la relation, de la guérison, c'est que les conséquences, elles sont là et c'est ce qui nous affecte le plus, mais on peut rien y faire quand elles sont là. Et le meilleur mindset à avoir quand tu éprouves une conséquence, donc ça peut être un symptôme comme la dépression post-anxiété, la fatigue post-anxiété, ça peut être la DPDR aussi, quand tu te retrouves dans une situation où tu es en DPDR, en déréalisation et dépersonnalisation parce que tu as été trop anxieux ces derniers temps. Tout ce que tu peux faire, c'est t'exiel, comme on dit, donc en gros, admettre que là tu as perdu. Là, c'est comme ça. T'as pas fait ce qu'il fallait. T'as fait ce qu'il fallait pas. Et, et du coup, bah, tu payes les conséquences. Et donc, le meilleur mindset à avoir quand tu ressens et que tu payes le prix des conséquences, des causes de ton anxiété, c'est de centrer justement ton attention sur, OK, je veux plus que là, je suis pas bien, je veux plus que ça arrive. Que ça arrive, du coup, je vais me concentrer sur les causes. Et donc, à partir de maintenant, je vais redoubler d'attention sur les causes de tout ça. Ok, en général, c'est quoi ces causes-là? Les CCR. Est-ce que j'ai respecté les règles du jeu? Est-ce que je connais bien mes CCR? Est-ce que je les arrête? Au moins les physiques. Non, j'ai fait c'était encore CCR physique aujourd'hui. J'ai appelé ma mère parce que je n'allais pas bien. J'ai fait de la réassurance auprès des proches. J'ai demandé à ChatGPT de me rassurer. Les causes. Et donc, quand tu peux lier conséquences aux causes, c'est ça qui fait que tu vas de l'avant. Les gens qui sont bloqués dans leur guérison, c'est ceux qui ne font pas le lien entre conséquences et causes et qui restent juste fixés sur les conséquences en fait. Et qui essayent de magiquement faire disparaître les conséquences sans les lier à des causes. Ou alors qui vont vouloir se convaincre que et trouver des causes faciles. Donc c'est là où vient toutes les techniques un peu faciles pour vite aller mieux quoi. Ça vient de cette motivation-là. Non, il faut voir la vision d'une façon long terme et comprendre que les conséquences sont toujours les conséquences de causes qui ont été commencées la journée d'avant ou ce matin en minimum, mais il y a toujours eu des grands laps de temps entre le moment où tu as causé une anxiété et que tu en as payé les conséquences. Et donc, il faut vraiment avoir ce truc tous les jours de, OK, là, je ne suis pas bien. OK, est-ce que j'ai respecté les règles du jeu? Oui ou non? Est-ce qu'il y a des CCR que j'ai mis en place? Oui ou non? Et lesquels, du coup, je dois redoubler d'efforts pour arrêter, quoi. Voilà, je passe à répondre à ta question, Léo. Ok, j'ai S-Blue qui dit: Je voulais te remercier parce que tes vidéos sont super profondes et elles m'ont aidé à guérir. Génial. Bravo, S-Blue. Classe, on me demande que penses-tu de l'EMDR? L'EMDR, moi j'ai un avis très nuancé sur la question. Ça peut être extrêmement puissant parce que ça permet en fait de retourner dans les traumas pour justement identifier à quel moment tu as mis en place un CCR, etc. Mais pour moi, malheureusement,
Ça, c'est une des règles en business, hein, malheureusement. C'est plus facile de garder un client que d'en trouver un autre. Sauf quand tu as un trafic d'audience comme moi j'ai. Tu vois, c'est beaucoup plus facile de garder le même client que trouver un nouveau client. Du coup, bah, il y a beaucoup de praticiens, je dis pas tous, hein, mais normalement la vie c'est comme ça, faut se nourrir quand tu es praticien aussi. Et les gens, ils vont juste toujours trouver un nouveau trauma à explorer, quoi. Et ça m'énerve. Ça me saoule. Toujours trouver un nouveau trauma à explorer. Et il y a plein de gens, du coup, qui vont me voir et ils me disent, mais j'ai fait plein de MDR, je me sens pas mieux, quoi. Au début, ça a bien marché et au bout d'un moment, voilà, quoi. Et pour moi, c'est ça le truc, ça résume tout. Ça, c'était très bien à faire au début. Ça permet vraiment de te connaître un peu mieux, d'identifier un peu les CCR et d'où ils viennent. Mais au bout d'un moment, c'est bon, faut passer au concret, tu vois. Tu vas pas faire de l'MDR toute ta vie, hein. Un peu comme toutes les autres, c'est comme moi mes vidéos, tu vas pas regarder toute ta vie, au bout d'un moment, tu passes à autre chose, quoi. Ok. Il y a Sissou qui me dit, les gars, le fait de vous voir et de voir autant de commentaires, ça me fait déjà un peu de bien. Mais évidemment, t'es pas toute seule. Vous êtes loin d'être seule, hein. Les anxieux en France, on a un bon paquet maintenant. Je suis agoraphobe, je sors plus de chez moi depuis 13 ans, trop d'angoisse. Donc j'ai beaucoup de gens dans ton cas. J'ai beaucoup de gens dans ton cas. Le fait d'être chez toi et bloqué chez toi, ça paraît être un truc qui arrive seulement à quelques personnes, c'est extrêmement fréquent. Vous vous rendez pas compte. Le nombre de personnes là aujourd'hui en France qui sont enfermées chez eux et qui osent pas sortir de chez eux, qui ont un périmètre de sécurité où ils peuvent pas aller au-delà de leur portail. Ça arrive vraiment. Mais il y a tellement de gens comme ça. Comment ces gens-là sont arrivés dans cette situation? Ça commence toujours avec le début d'un trouble anxieux comme d'habitude, soit une crise d'angoisse trop violente, soit un burn-out, soit une rupture amoureuse, euh, peu importe. Un événement en fait très douloureux où ton cerveau se dit là c'était trop dur, plus jamais ça. Et donc se cristallise à ce moment-là ce nouveau réflexe de fuir la douleur, fuir le stress et se retirer en fait dans sa zone de confort. Le problème avec ça, c'est que se retirer dans sa zone de confort, c'est quelque chose qui va s'aggraver avec le temps. Donc au début, c'est des gens qui vont éviter de sortir une fois sur deux. Donc une fois sur deux, on les invite, ils sortent pas. Après, ils sortent plus du tout. Et là, même pour faire leurs propres courses, ils y vont pas. Ils se font livrer à la place, ou alors ils ont besoin que quelqu'un les accompagne. Après, même accompagner, ça suffit pas. Donc ils font livrer. Et au bout d'un moment, ils font plus du tout leurs courses, c'est quelqu'un d'autre qui les fait pour eux. Et ça continue, ça continue. Au bout d'un moment, ils font juste quelques marches tout seuls quand ils en ont envie. Et au bout d'un moment, ils arrivent coincés ces jeux. Et là, il n'y a plus rien qui peut les sortir de cette situation. Ils sont vraiment coincés chez eux parce que tout ce qui est en dehors de chez eux, c'est la zone de non-confort, en fait. Et c'est comme ça avec tout. C'est comme ça avec tout. J'ai un client, c'est le client qui, pour moi, c'est pas qui me touche le plus, mais pour moi, le client qui a été le moins bien géré par la façon dont on l'a accompagné, qui a commencé avec des peurs de tomber, peur de vertige. Donc il a fait un malaise qui fait qu'il a commencé à avoir des vertiges, etc. Et au lieu de se confronter, il a commencé à... Il a commencé, je crois, par utiliser une canne, parce qu'il avait peur de tomber, donc il utilisait une canne, donc un CCR, hein. Ça te rassure d'avoir une canne, donc tu marches avec une canne. Il est passé à un déambulateur, et là il est en chaise roulante. Et même en chaise roulante, parfois, quand il a des malaises dans sa chaise roulante, il a besoin que son père vienne le voir pour qu'il se tienne à lui. Donc ça s'arrête jamais, en fait. Le truc avec le cycle de la réassurance, et la raison pour laquelle je me bats autant pour vous sortir de ce cycle-là, au risque de des fois passer pour le vilain petit canard, c'est que ça ne s'arrêtera jamais. Et donc, on peut faire demi-tour, hein. Et du coup, là, avec ce client, justement, là, la première étape, c'est de faire en sorte qu'il ne se tienne plus à son père, au moins quand il n'était pas bien, donc qu'il reste au moins dans son fauteuil roulant. Et là, maintenant, prochaine étape, passer du fauteuil roulant au déambulatoire, justement, puis à la canne, etc. Donc, tu fais chemin inverse. Et c'est super dur pour lui. C'est super dur pour lui. Parce qu'il a trop suivi la réassurance. Et les gens qui sont enfermés chez eux, c'est pareil, tu vois. Et donc, c'est souvent des gens qui, comme toi, sont anxieux depuis longtemps. Donc, toi, c'est le cas depuis 13 ans. Maintenant, que tu sois anxieux depuis 6 mois
ou depuis 13 ans, ou de 15 ans, ou 20 ans, ça change rien. On me pose souvent la question, est-ce que je suis anxieux depuis trop longtemps pour pouvoir guérir? La réponse est qu'un trouble anxieux, au final, c'est quoi? C'est juste un set d'habitudes. Une habitude, ça met à peu près 3 mois pour se consolider, d'accord? Et 6 mois pour vraiment devenir une partie un peu de ton identité. Donc, à partir du moment où tu as fait plus que 6 mois d'anxiété, oui, là, ça va être plus difficile que une personne qui est anxieuse depuis moins de 6 mois. Mais à partir de là, 6 mois, 1 an, 20 ans, quoi, ça change rien, tu vois. Et donc là, tout simplement, ce que tu as besoin de faire, c'est faire le chemin inverse. Donc, déjà, quand tu es chez toi, il y a deux cas. Il y a deux cas. Soit tu es chez toi et tu es anxieux seulement quand tu es hors de chez toi, quand tu es forcé de sortir de chez toi, ou soit même quand tu es chez toi, tu es anxieux. Et donc là, il faut que tu regardes les mécanismes cognitifs que tu as et les physiques que tu as quand tu es chez toi. Pour arriver au stade où, quand tu es chez toi, au moins, tu n'es pas anxieux. OK. Une fois que tu seras à ce niveau-là, là, il faut que tu t'exposes. Et là, il faut que tu sortes. Et donc, je veux pas que tu fasses. J'ai un client avec qui on avait cette discussion. Lui, il a une exposition qui est purement et simplement basée sur l'angoisse. Donc, en fait, il va aller en ville juste pour l'angoisse. Et il faut pas faire ça non plus. En fait, imagine-toi la vie que tu aurais si tu n'étais pas anxieux. D'accord? Imagine-toi quelle vie tu auras si jamais. Imagine vraiment, ne pense pas à ce qui est possible dans ta tête. Imagine ta vie sans anxiété. Et maintenant, imagine la vie que tu aurais avec cette anxiété, donc ou sans cette anxiété-là. L'idée, c'est que tu vives cette vie, même si tu es encore anxieux. Et que tu utilises ça un peu comme ton cap et ton point de repère. Et à force de faire, oui, au début, tu vas avoir du mal à sortir, tu vas t'exposer, etc. Il faut faire le chemin inverse, en fait. Tu vois. Et pour moi, ce qui est le plus dangereux pour toi, c'est de penser qu'il y a un chemin plus facile que l'exposition. Parce qu'il n'y a pas de chemin plus facile que l'exposition. Il faut une exposition qui est intelligente. Donc c'est pour ça, connais bien tes CCR. Commence déjà par les CCR physiques chez toi. Comme ça, tu vas gagner en confiance et surtout baisser ton niveau d'angoisse. Et après, il faudra t'exposer. Mais moi, j'ai aussi plein de clients avec qui on a fait le chemin inverse. T'inquiète pas, hein, tu peux très bien t'en sortir. Peu importe depuis combien de temps tu fais ça. En général, il y a aussi une peur de la conduite. J'imagine, tu as peur de conduire. C'est une des peurs principales des gens qui sont coincés chez eux. J'ai une cliente qui, déjà, j'ai fait un podcast avec elle, c'est Fanny. Donc, si vous voyez dans mon podcast En finir sur anxiété, avec l'anxiété sur Spotify, Apple Podcast et tout ça, cherchez l'épisode avec Fanny où elle nous explique comment elle a réussi à reconduire. Et donc, pour faire reconduire Fanny, ce qu'on a fait, c'est d'abord, je lui ai dit, juste va dans ta caisse. Pas besoin de piloter, juste va dans ta caisse, tu vois. Même si tu bouges pas, même si tu allumes pas, mets-toi dans cet environnement qui crée autant de stress chez toi. Et puis après, quand tu te sens, sors, allume le moteur, tu vois. Tant que, peu importe à quel point c'était ridicule de juste te voir aller dans sa voiture et d'allumer le moteur et d'arrêter là, le fait est qu'en fait, elle avait toujours une étape supplémentaire à chaque fois. Elle l'avançait. Donc après, c'était juste avancer un petit peu, faire un tour du quartier, tu vois. Et, et là, c'était son idée. Donc elle a une super idée. Ce qu'elle faisait, c'est qu'elle se filmait en train de faire ça. Elle se filmait en train de faire toute cette opération et elle disait tout à voix haute. Donc elle disait, voilà, je me sens comme ça, je me sens comme ça. Elle faisait un peu son journaling à voix haute. Donc ça, c'est pas moi qui lui ai dit de le faire, c'est elle qui a eu cette idée et c'est une super idée. Et en un mois, elle reconduisait la boule. Et Fanny, franchement, elle m'a impressionné avec ça, hein. Pendant 20 ans, je crois, 20 ans. Vérifiez dans le podcast, mais je crois que c'est 20 ans d'anxiété. Comme ça, un mois de travail, c'est bon, elle peut reconduire. Donc ça peut aller très vite. Il faut avoir une sacrée dose de courage, ça c'est sûr, mais ça peut aller très vite. D'accord? Donc voilà, j'espère avoir répondu au maximum à vos questions. On va s'arrêter là, les amis. Donc, si vous voulez revoir toute la vidéo, vous inquiétez pas, ça sera en rediffusion sur YouTube et ça sera aussi en rediff en format audio sur mon podcast, En finir avec l'anxiété. Et puis voilà, si vous venez de me découvrir, si vous venez de voir, il y a un mec comme ça qui parle de guérison de l'anxiété et vous voulez un peu voir ma méthode, dans mon profil, allez sur mon profil et vous trouverez dans le lien en dessous de ma photo de profil euh, un test de début de guérison. Donc commencez par là, c'est un formulaire où vous allez parler de vos symptômes, de votre vie en général.
Et en fonction de votre réponse et de ce que vous répondez, vous allez voir un formulaire qui va être personnalisé pour vous, qui va vous dire un mélange en fait des bases théoriques pour où commencer, une explication un peu du principe de ma méthode, et aussi après les CCR que vous aurez, du coup, vous aurez vraiment une liste des CCR que vous aurez, et puis les étapes pour avancer, quoi. Donc voilà, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Et puis, voilà, merci à tous ceux qui nous écoutent sur Spotify. Si vous voulez aider le podcast, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un petit avis positif. Et puis ceux qui sont sur YouTube, like, commentaire, et n'hésitez pas à poser des questions. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao tout le monde. Bisous.